Brice Hortefeux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes député européen, député, non pas dépité. Pas du tout, au contraire, très heureux de l'être. Vice-président du Conseil national de l'UMP et surtout très proche ami de Nicolas Sarkozy. Le président qui est la cible d'un livre de 2 journalistes du Monde intitulé « Sarkozy m'a tué » où la juge d'instruction Isabelle Prévost-Després assure que l'infirmière de Liliane Bettencourt a vu Liliane Bettencourt remettre une enveloppe à Nicolas Sarkozy. On écoute, si vous voulez bien, ce qu'en dit Martine Aubry. Je ne comprends pas que Madame la juge n'ait pas exprimé cela devant le procureur, même si je sais les pressions dont elle a été l'objet et dont elle s'est d'ailleurs plainte. Je pense qu'aujourd'hui, je l'espère en tout cas, une nouvelle enquête va être ouverte et que vous demandez cette infirmière, l'ouverture par la justice d'une nouvelle enquête. C'est ce qui se passe normalement dans un pays où la justice est indépendante et libre. C'est quand une information comme celle-là, une allégation qui n'est pour l'instant qu'une allégation, se retrouve sur la place publique, eh bien une nouvelle enquête doit avoir lieu. Alors, est-ce qu'il faut une enquête ? Bon, d'abord, il y a 2 questions simples à se poser quand on entend ça. D'abord, s'agit-il d'une phrase d'un procès verbal ? La réponse est non. C'est écrit dans le livre. S'agit-il d'un acte judiciaire ? La réponse est non aussi. En réalité, qu'est-ce que l'on comprend ? On comprend une chose simple, c'est que les sentiments personnels de Madame Prévost-Després l'ont conduite à un aveuglement militant, reposant sur des affirmations et des allégations mensongères et donc naturellement non vérifiées. Mais au-delà de cela, et il y a quand même une situation bien particulière. Il existe aujourd'hui un recueil des obligations déontologiques des magistrats. François Fillon a dit qu'elle y avait manqué d'ailleurs. Il faut être précis. Que disent ces obligations déontologiques ? Je le cite, elles stipulent que le magistrat respecte la confidentialité des débats judiciaires et des procédures évoquées devant lui, cela n'est pas le cas, et qu'il ne divulgue pas les informations dont il a eu connaissance, même sous forme anonyme ou anecdotique. Là aussi, ce n'est pas le cas. Ça signifie très simplement qu'il y a là un mépris des règles de droit, mépris de la justice, et donc des magistrats dont l'immense majorité exerce un travail courageux et difficile. Vous parlez de militantisme. Jean-François Copé a dit que ce ne serait pas la première fois qu'on voit des juges se reconvertir en politique. Vous pensez que c'est le cas ? Écoutez, en tout cas, ce que je constate, c'est que cela fleure bon à quelques mois d'une échéance majeure, alors que cette information, soi-disant, aurait été connue depuis plus d'1 an. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas été donnée ? Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas été divulguée ? Pourquoi elle n'a pas été répétée ? Pourquoi le journaliste qui travaille donc dans un journal, précisément, ne l'a pas donnée au journal ? Pourquoi ça n'a pas été publié à l'époque ? Tout ceci fleure bon, quand même, la bonne vieille manipulation. Donc, pour résumer, à la question sur l'ouverture d'une enquête, c'est non. C'est une procédure. Non, mais ça, c'est une procédure. Je dis, aujourd'hui, il y a le mépris de règles déontologiques. Donc, qui appelle des sanctions éventuellement disciplinaires. Je dis, encore une fois, je suis très précis, il y a le mépris de règles déontologiques. Chacun peut se forger son opinion en conséquence. C'est aux autorités compétentes d'en tirer les conclusions. Par définition. Martine Aubry a aussi parlé de Dominique Strauss-Kahn, c'était hier soir, en disant qu'elle pensait la même chose que beaucoup de femmes sur son attitude vis-à-vis des femmes. D'abord, est-ce qu'il faut être une femme pour avoir une opinion ? Et ensuite, est-ce que ça veut dire qu'elle redoute qu'ils la soutiennent ? Bon, d'abord, moi je ne voudrais faire aucun commentaire sur ce qui concerne Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il y a aujourd'hui une procédure civile aux États-Unis et une plainte qui a été déposée pour agression sexuelle en France. Première réflexion. Vous ne diriez pas comme Michel Rocard, c'est pathologique. Deuxième réflexion, vous avez observé certainement que la majorité présidentielle a totalement, pleinement respecté la présomption d'innocence. Et je regrette que le Parti socialiste, dans d'autres situations, dans d'autres affaires et dans des situations un peu identiques, c'était d'autres affaires, n'ait pas eu le même principe, n'ait pas respecté le même principe de présomption d'innocence. Et simplement, j'observe qu'il y a quelques mois encore, le Parti socialiste avait l'intention de présenter Dominique Strauss-Kahn à l'élection présidentielle. Et ils découvrent aujourd'hui, peut-être un peu tardivement, qu'ils doivent prendre des distances. C'est sans doute un peu tard.
On va vous parler d'autres affaires. Il y en a une en cours, c'est l'affaire Guérini. Jean-Noël Guérini, qui est le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui est convoqué le 8 septembre par la justice. L'UMP a lancé il y a déjà quelques jours une offensive sur cette affaire qui semble porter ses fruits, puisque Harlem Désir, qui est le premier secrétaire par intérim du PS, a dit ce matin que Jean-Noël Guérini ne devait pas être un boulet moral et qu'il souhaitait qu'il se mette en retrait du PS et même de la présidence du Conseil général au cas où il serait mis en examen le 8 septembre. Vous êtes satisfait ? Bon, d'abord, je ne vais pas me contredire à deux questions qui se suivent. Présomption d'innocence. Il y a d'abord naturellement le principe du respect de la présomption d'innocence. J'observe là aussi quand même un certain étonnement, parce que M. Guérini était, il y a encore très peu de temps, énormément courtisé. Et aujourd'hui, bizarrement, il est dénigré. Donc, rendez-vous effectivement le 8 septembre. En tout cas, ça a marché. Le Parti socialiste est toujours contre la règle d'or. Le nouveau centre, lui, est à fond pour et demande même à Nicolas Sarkozy d'annoncer qu'il va convoquer le Parlement en congrès pour la faire inscrire dans la Constitution avant les sénatoriales. Il dit que ce serait bien de se servir de cette annonce pour interroger les candidats aux sénatoriales en leur disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre la règle d'or ?» Est-ce que c'est un risque qu'il faut prendre ? Bon, moi, à titre personnel, je l'ai dit, je suis favorable à ce qu'il y ait un moment de vérité. Et la position du Parti socialiste est aujourd'hui à la fois illisible et dangereuse. Elle est illisible parce que voilà une règle qui est proposée à 17 pays de la zone euro, qui a déjà été adoptée en Allemagne, qui a été validée en quelque sorte hier en Espagne, où je rappelle que c'est un Premier ministre socialiste qui le propose à l'opposition de droite, et bien qu'il y ait des élections dans quelques mois, c'est au mois de novembre, bien qu'il y ait des élections, les deux formations principales, socialistes et de droite, ont décidé de voter cette règle. Si c'est tellement bien, quel est l'intérêt de faire durer le plaisir ? Attendez, elle est illisible, et en même temps, elle est dangereuse, parce que nous avons besoin, face à cette crise financière importante, considérable, que nous devons affronter. Je rappelle qu'il y a des organismes américains qui expliquent que celle-ci a coûté au mois d'août près de 5 000 milliards de dollars. Donc, il dit que c'est une crise importante dans laquelle nous avons besoin d'unité nationale pour y faire face. Et donc, je trouve ça particulièrement dangereux qu'une formation qui aspire à exercer le pouvoir, qui a plein la bouche le mot d'alternance, précisément, ne la vote pas. Vous savez, pour être crédible, il faut être responsable. Ça veut dire que il y a un côté irresponsable à ne pas approuver ce qui est approuvé. C'est le discours de tous les dirigeants de l'UMP. Mais ça veut dire non, mais c'est pas simplement les dirigeants de l'UMP, c'est les discours. C'est le sentiment des Français, ils ont raison. Si le PS persiste dans son refus, il ne faut pas convoquer le Congrès ? Ça, il appartiendra au président de la République de le décider. Je vous dis, moi, à titre personnel, je suis favorable à ce que la vérité apparaisse enfin clairement. Quel qu'en soit le coût politique. Même si précisément, le vote risque d'être précisément, un échec. Ça nous fait un point de désaccord. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de calcul, d'arrière-pensée, politiciens, électoraux dans ce domaine. Il y a des moments bien particuliers dans l'histoire où il faut savoir dépasser ses intérêts égoïstes, dépasser les enjeux purement électoraux, dépasser les calculs politiciens pour défendre ce qui est l'intérêt général et l'intérêt collectif. La règle d'or fait partie de l'intérêt collectif. En parlant de dette, l'un de nos internautes vous demande si en ces temps difficiles, les élus de tout niveau, depuis les ministres jusqu'aux députés et sénateurs, ne pourraient pas baisser leurs émoluments. Vous êtes député européen, est-ce que vous seriez prêt à faire ce geste symbolique ? Écoutez, j'observe par exemple que le président du Sénat a décidé de geler pour les 3 prochaines années le budget du Sénat. C'est une réponse très concrète à cette question qui était précise. Et comme député européen ? Écoutez, moi dans ma région, je suis conseiller régional d'Auvergne, j'avais proposé que l'on baisse l'année dernière, j'avais proposé à la majorité socialiste que l'on baisse symboliquement les indemnités, j'avais dit 10 à 15%, c'est-à-dire quelque chose de sensible. Ça a été refusé, je l'ai posé à chaque session et à chaque session ça a été refusé. Nicolas Sarkozy a appelé l'UMP à l'unité. Du coup, Jean-François Copé a annoncé ce matin qu'il se rendrait à Nice, où Christian Estrosi organise un meeting anti-FN, qui sera aussi l'occasion pour Xavier Bertrand de faire sa grande rentrée politique. Est-ce que vous ferez le déplacement jusqu'à Nice ? Écoutez, je suis allé déjà plusieurs fois à l'invitation de Christian Estrosi
à sa fête de rentrée, qui était à l'époque au théâtre de Verdure, à Nice. Oui, je crois qu'il y a effectivement une différence. Il y a les universités du Parti socialiste qui méritaient le triple C. Vous parliez du la notation triple A et la règle d'or. Oui. Eux méritent le triple C, c'est-à-dire c'était en réalité la cacophonie au sein de ces universités. C'était une calamité en termes de décision, précisément de ne pas voter sans doute la règle d'or, c'est-à-dire en termes budgétaires. Et c'était une calamité en termes de projet, parce qu'il n'y a pas eu une idée nouvelle qui a été avancée au Parti socialiste. Je vous rappelle que ce qu'ils ont dit à l'occasion de l'université de La Rochelle, ils auraient pu dire exactement la même chose en 2007, ils auraient pu dire exactement la même chose en 2002. Le monde change, l'Europe change, la France change, le Parti socialiste ne bouge pas. Quant à l'UMP, nous allons précisément offrir dimanche prochain, à Marseille, samedi dimanche prochain, l'image de l'unité, du rassemblement. Et à Nice aussi, d'ailleurs. Vous irez ? Je n'en sais rien encore, mais nous allons offrir l'image, et plus que l'image, la réalité de l'unité autour et pour le chef de l'État. Alors l'UMP est peut-être rassemblé, mais Jean-Louis Borloo, lui, s'en éloigne de plus en plus. Il en est parti, mais maintenant il a passé un cran dans la critique en attaquant avec beaucoup de virulence le plan d'économie de 12 milliards d'euros qu'a annoncé François Fillon. Hier, nous recevions Jean Leonetti, qui est membre de l'UMP et vice-président du Parti radical que préside Jean-Louis Borloo. Et Jean Leonetti nous disait, s'inquiétait de savoir si Jean-Louis Borloo n'était pas en train de s'enfermer lui-même dans un piège où il ne pourrait plus renoncer à se présenter. Quel est votre sentiment ? Je connais bien Jean-Louis Borloo, j'ai été son voisin au Conseil des ministres pendant plusieurs années. Il est donc totalement solidaire de l'action qui a été menée par le président de la République et par le Premier ministre François Fillon. Et je souhaite que Jean-Louis Borloo se pose une question simple, plus exactement 2 questions simples. Sa démarche contribue-t-elle à rassembler et renforcer, ou à diviser et affaiblir? Eh bien, on lui demandera. Brice Hortefeux, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Demain, nous recevrons Dominique de Villepin. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.